La Réunion, un mariage explosif entre l'eau et le feu. Une île intense et un cadre de vie spectaculaire. Les pieds dans l'eau avec ses plages de sable volcanique ou son lagon et ses eaux qui se déclinent en 50 nuances de bleu et de vert. La tête dans les nuages avec les 3 cirques qui se dressent au pied du Piton des Neiges ou le Piton de la Fournaise qui porte bien son nom. Actif, il montre que la Réunion reste une terre relativement jeune. Jeune et belle, 40% de l'île sont classés au patrimoine mondial de l'humanité. Les superlatifs pour la qualifier sont aussi riches que la nature est abondante. Belle et fragile, le territoire est situé sur la route des cyclones. Ce mur de l'œil est aux portes de la Réunion et va nous impacter directement au cours de la prochaine heure. Il se déplace vers le sud-est en accélérant. Quand on donne l'alerte numéro 3, moi je suis déjà en alerte numéro 6. Conscients que leur territoire est vulnérable aux catastrophes naturelles et aux bouleversements du climat, les autorités veulent montrer qu'ils sont en première ligne pour limiter la hausse des températures. J'aime beaucoup la citation qui dit « Le monde n'a jamais changé que par les pionniers ». Donc on essaye d'être des pionniers. La Réunion se veut un laboratoire ou un modèle pour la transition énergétique. L'île veut profiter de tous ses atouts naturels. L'eau, avec les centrales hydroélectriques, le soleil et les panneaux photovoltaïques, sans oublier les sources d'eau chaude pour la géothermie. La Réunion veut devenir une île verte, une promesse, mais un pari audacieux. À l'est du continent africain, un petit bout de France. Nous sommes à 10 000 km de Paris et de l'Hexagone. Avec ses 2500 km², l'île représente à peine un tiers de la superficie de la Corse. Mais avec ses 850 000 habitants, elle est 3 fois plus peuplée que l'île de Beauté. 2 îles qui rivalisent par leur nature exceptionnelle. Notre première étape nous emmène au-dessus du lagon. Situé à l'ouest et au sud de l'île, il s'étend sur 25 km de long. Pendant l'été austral, des milliers de touristes foulent ce sable sans imaginer une seconde d'où il provient. Ces plages qui ont un attrait très important pour tout ce qui est tourisme, tout ce qui est activité balnéaire. Les gens oublient souvent ici quand on est sur un cimetière et qu'on étale nos serviettes en fait sur des squelettes d'animaux. D'ailleurs là on voit bien que c'est du squelette d'animaux, notre plage. C'est vraiment le squelette du corail qui forme la plage et qui vont se désintégrer petit à petit en petits morceaux et qui vont faire le sédiment fin que l'on a. À première vue, les coraux forment des barrières rocheuses immobiles, mais ce ne sont pas des minéraux, pas plus que des végétaux. Ces animaux appartiennent à la famille des méduses. Des animaux qui, avec le réchauffement des eaux, sont en danger. C'est des animaux qui peuvent croître que dans des conditions de vie très particulières, avec des températures d'eau qui ne dépassent pas 27 degrés, qui ne descendent pas en dessous de 20 degrés. Et c'est donc plus sensible au changement climatique. Si le réchauffement des eaux et la hausse du niveau de la mer se poursuivent, les récifs coralliens vont souffrir. Des périodes de stress et de blanchissement qui signifient à moyen terme la mort des coraux et la disparition des plages de sable blanc.
on voit avec ces arbres déracinés qu'on est vraiment dans des systèmes érodés et des systèmes érodés récemment. Le sable était où avant? Ici, là-haut, à plus de 2,50 m d'altitude. C'est énorme, c'est énorme. Vous pouvez avoir une masse comme ça, là, qui est avec une pente beaucoup plus importante, beaucoup plus convexe, là. Et donc, on a perdu une grande masse de sable. C'est du volume qu'on perd et on a moins de recul du trait de côte. Pour le moment. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que la mer ne grignote jusqu'aux premières maisons. Avec leurs appareils, les scientifiques mesurent le recul du trait de côte. Sur la plage de l'Ermitage, il est de 20 mètres depuis 2002. Je pense que, en fait, pour des raisons de risque pour les populations, ils vont le couper dans pas longtemps. Donc après, on suivra des arbres qui sont en arrière. Et donc, on aura le déplacement latéral aussi de la plage. Les cyclones qui ont frappé l'île ont montré la vulnérabilité des côtes aux éléments déchaînés. Ces images montrent les dégâts causés par Clotilda. C'était en février 1987. Régulièrement, les cyclones frappent la façade ouest de l'île. Pour oublier, les propriétaires effacent à chaque fois tout stigmate. Là, les restaurants, quand même, c'est les pieds dans l'eau. Là, ils sont carrément sur la plage aujourd'hui. Puisque ce qu'il y a devant des restos, là, ça se réduit d'année en année. Bientôt, il n'y aura plus de plage devant les restos. Non. Ils auront les pieds dans l'eau, comme vous dites. Si un cyclone passe. En fait, à chaque fois, ils reconstruisent. Mais sur la plage, ça a un impact important, puisque ça augmente l'érosion, et ça augmente l'érosion aussi des secteurs situés au-delà, puisqu'il n'y a plus de sable qui arrive au-delà. Avec la montée des eaux de 60 cm avant la fin du siècle, ces paillotes ne feront pas long feu. Regardez, ça se dégrade. Leur dalle va s'arracher bientôt, il va y avoir un éboulement. Il y a eu une façon ancienne de s'approprier les territoires, où du coup on a dû légaliser des installations sur la partie littorale. C'est des habitudes qu'il y a eu et aujourd'hui c'est difficile de faire comprendre, non, ce n'est pas possible. Et regarde là. Oui, on voit bien l'érosion à l'intérieur là. On voit le talus qui recule, le sable qui recule. Partout où les espaces ont été confisqués à la mer, elle reprend ses droits. Sur les côtes réunionnaises, certaines maisons sont désormais sur le domaine maritime, là où elles ne devraient pas. Là, ça c'est encore plus déchaussé. Il faut savoir qu'on estime que 5000 habitants en fait, seraient concernés par le risque d'érosion sur le littoral de la Réunion, avec souvent en fait, des clôtures de parcelles en fait, qui sont concernées. Normalement, il y a les 50 pas géométriques qui déterminent le domaine maritime, mais dans les DOM, en fait, il a été fixé à un moment donné, il y a très longtemps. Et aujourd'hui, avec le recul du littoral, si on réactivait ces 50 pas géométriques, beaucoup de propriétés se retrouveraient en fait dans le domaine maritime. Ces 50 pas représentent en réalité une zone d'un peu plus de 80 mètres. Elle est calculée depuis la ligne des plus hautes marées jusqu'à la première propriété privée. À Saint-Pierre, un peu plus au sud, on est loin du compte. Ici, les 50 pas du roi n'existent plus. Ces murs de protection sont pires que tout pour une plage. Ils accélèrent la fuite du sable vers la mer. Et le jour où il y aura le risque humain qui sera identifié, où il y aura des morts, peut-être qu'il faudra attendre ça pour qu'on réactive ces 50 pas géométriques et qu'on le révise pour avoir un recul de l'activité humaine sur le littoral. 50% du littoral réunionnais est concerné par l'érosion et la submersion marine. Les plages de sable noir d'origine volcanique sont également touchées. Ici, dans la commune de Saint-Paul, le cyclone Gamed, en février 2007, a montré la fragilité des côtes et des infrastructures de bord de mer. Le cimetière marin, à quelques pas de l'endroit où les premiers colons français auraient débarqué, a perdu son parking et une partie de son mur d'enceinte. Les sépultures ont également été endommagées. Pour les experts, il faut agir au plus vite
et sensibiliser les populations sur les risques qu'elles encourent désormais à vouloir vivre les pieds dans l'eau. La montée du niveau de l'océan compromet l'avenir de ces lieux si prisés depuis les années 70. À La Réunion, on est en milieu insulaire, donc forcément, on a un espace réduit pour l'aménagement du territoire. Et puis, par le passé, l'homme s'est installé sur le littoral de façon assez naturelle, comme un petit peu partout dans le monde. On réalise cependant aujourd'hui que cela peut générer un certain nombre d'impacts, et puis que tout le littoral est beaucoup plus vulnérable qu'avant, et va le devenir de plus en plus avec certainement l'élévation du niveau de la mer. Et ça, c'est une donnée qui est prise en compte. Donc tout à fait. Donc actuellement, l'État est en charge de la réalisation des plans de prévention des risques littoraux. Le BRGM travaille dans ce cadre pour la réalisation des cartographies d'aléas, c'est-à-dire qu'on essaye de caractériser quels sont les dangers sur l'ensemble des secteurs. Pour les 250 km de côte réunionnaise, une carte et un PPR, un plan de prévention des risques, ont été réalisés par l'État. Les points rouges montrent les communes qui sont directement concernées. Une vingtaine d'entre elles vont devoir modifier leur politique de développement. Le plan de prévention des risques, c'est un des outils. C'est celui qui permet d'éviter qu'on construise de nouvelles habitations ou de nouveaux aménagements en zone à risque. Bien sûr, c'est compliqué. C'est un challenge de faire passer cette notion-là, vu que le PPR se projette dans un espace assez loin, puisque c'est les 100 prochaines années. Néanmoins, on y travaille chaque jour. On explique que toutes les communes de l'île sont couvertes par des plans de prévention des risques, que c'est une nécessité absolue que de se préserver de ces risques qu'on connaît et qui sont sûrs aujourd'hui. Choisir d'habiter à La Réunion, c'est accepter de vivre dans un territoire soumis à l'érosion, au glissement de terrain ou aux inondations. Chaque année, l'île est frappée par l'un de ces phénomènes. Le de l'œil est aux portes de La Réunion et va nous impacter directement au cours de la prochaine heure. Il se déplace vers le sud-est en accélérant. On va être sur le paroxysme de tous les paramètres, grosso modo, sur la prochaine heure. Le risque cyclonique reste le plus important. Problématique sur Saint-Denis avec un éboulis au niveau du RSMA. Le quartier de Petite-Île est totalement isolé, donc nous avons réalisé... Cellule de crise à la préfecture. 20 bénévoles Croix-Rouge mobilisés, 4 à Saint-Denis, Saint-Paul, Saint-Pierre. Autour de la table, tous les services d'urgence sont représentés. Sur Saint-Benoît, une patrouille. L'île est en alerte maximale. Gendarmerie, police, pompiers, tout le monde est mobilisé. Dénombré environ 17 interventions et à déplorer 2 blessés graves et 6... Il y a aussi des représentants de Météo France, d'EDF, des télécoms, des hôpitaux et du SAMU. Fortement compte tenu des prévisions de Météo France dans les... Ce n'est qu'une simulation, mais l'exercice est réalisé avec un scénario plus que probable. C'est important chaque année, dans le cadre de la saison cyclonique, de faire cet exercice pour que tout le monde se remette un petit peu à niveau, quelles les nouvelles procédures. Donc c'était l'objectif de l'exercice du jour. Cette cellule est activée en cas d'alerte cyclonique, mais pas seulement. À part les avalanches, on a quasiment tous les risques. Une mer qui peut être assez hostile, avec des événements de houle assez forts, le vent, la pluie avec des records mondiaux de précipitations, le risque cyclonique, des risques aussi industriels, puisqu'on a une concentration de sites Céveso, notamment sur le port. Actuellement, un gros chantier avec la nouvelle route du littoral, qui est aussi un chantier qu'il faut gérer en termes de sécurité. Donc, globalement, en matière de sécurité civile, à La Réunion, il y a tout, sauf les avalanches, puisque la neige, il y en a une fois tous les 10 ans, on va dire, mais elle ne tient pas. Pas d'avalanche, mais les cyclones ou les tempêtes provoquent des glissements de terrain, des éboulements, comme ici sur la Nationale 1. C'est l'axe principal qui relie le nord au sud de l'île. Lors de la saison cyclonique, de novembre à mai, les trompes d'eau qui s'abattent sur l'île fragilisent les falaises. À chaque fois, la Nationale est fermée. En mars 2006, 2 personnes sont mortes sur cette route. Les pluies diluviennes provoquent également des crues exceptionnelles. L'île de la Réunion détient des records mondiaux de pluviométrie. Ce matin, aux alentours de 7h30, 500 mètres de la structure se sont effondrés. Conséquence, plus de liaisons entre Saint-Louis et Saint-Pierre, plus de liaisons téléphoniques non plus. Il n'est plus possible de joindre le 18 depuis le sud.
Pour éviter de nouveaux drames et fluidifier le trafic, les autorités construisent cette nouvelle route, juste au-dessus de la Grande Bleue. Un chantier de grande ampleur à plus d'1,5 milliard d'euros. Une voie hautement sécurisée et à l'abri des éboulements. À l'intérieur des terres, la plupart des routes restent sous la menace de chutes de pierres ou de blocs. Partout, des panneaux rappellent aux automobilistes les risques encourus à emprunter cette départementale. Des dangers que recense Bertrand Aunet. Il travaille pour le BRGM. Dans ce secteur, la route de Salazie est régulièrement coupée, notamment en période cyclonique, c'est-à-dire qu'on va avoir des blocs ou des glissements de terrain qui vont affecter la route, donc la circulation va totalement être coupée. Ce qui pose évidemment un problème parce que Salazie n'est desservie que par cette route. Quand les éléments se déchaînent, la route qui mène au cœur du cirque de Salazie, ou comme ici de Cilaos, est coupée du monde. Impossible alors de rejoindre les communes nichées au milieu de ces sites totalement enclavés. Les autorités tentent bien de trouver des solutions alternatives, mais sans grand résultat. Là, on voit qu'il y a des infrastructures qui ont été installées, donc c'est des moyens de parade contre les chutes de blocs. Puis au-delà de ces moyens de parade, la route a été déplacée pour s'éloigner de la paroi qu'on a ici. Les falaises sont fragiles, le terrain instable. Pour mieux comprendre cette situation, il faut revenir 5 millions d'années en arrière. L'île émerge au milieu de l'océan Indien à partir d'un volcan sous-marin. Et il y a 100 000 ans environ, des glissements de terrain de grande ampleur donnent naissance aux 3 cirques qui font aujourd'hui la grandeur et la beauté de l'île. Le cirque de Cilaos, de Mafat et de Salazie. Aujourd'hui, ce mouvement se poursuit. Pour mieux en appréhender les risques, le BRGM ausculte régulièrement les sites les plus sensibles. Un peu partout, ces équipes mettent en place des capteurs ou des systèmes pour cibler les causes de ces glissements. Il pleut beaucoup ici ? Donc là, il n'a pas beaucoup plu, mais il faut savoir qu'ici, à Grand-Îlette, il pleut en moyenne 3 mètres d'eau par an. Et sur un seul événement pluvieux, donc pendant le cyclone Hyacinthe, en 1980, il a plu 3,5 mètres d'eau en 3 jours. Donc 3,5 mètres d'eau, imaginez à peu près ce que ça fait. Donc c'est une quantité phénoménale de pluie, et cette pluie va directement impacter le niveau d'eau souterraine et les glissements de terrain. Donc ce qui va être intéressant ensuite, c'est de regarder les relations entre la pluviométrie et les glissements de terrain. Les terrains vont accélérer, vont se déplacer plus rapidement pendant les événements pluvieux. Ils se déplacent de manière continue toute l'année, mais pendant les événements pluvieux, on a des phénomènes d'accélération et des phénomènes d'emballement qui peuvent créer des dangers. Ces mouvements sont encore plus violents, surtout lorsqu'un cyclone tropical s'abat sur l'île. Donc, ce qu'on voit ici, le secteur sans végétation, c'est un endroit qui s'est éboulé à la suite du cyclone Béjiza en 2014. Donc on a 300 000 mètres cubes de matériaux qui ont glissé vers la rivière. C'est un phénomène instantané, ça s'est produit juste pendant quelques heures, pendant un cyclone. Et on peut comparer ça aux 350 millions de mètres cubes qui sont en train de glisser de manière permanente sur le haut du glissement de terrain. Ce phénomène est l'un des plus grands glissements jamais enregistrés. Comme on le voit sur cette animation, tout le secteur, sur une centaine de mètres d'épaisseur, descend à des vitesses différentes. Dans la partie centrale, celle qui est habitée, le sol bouge de 15 à 30 cm par an. D'un côté, on a quelque chose qui est instantané et avec un volume qui est relativement restreint, 300 000 m3, mais ça fait quand même un gros volume, et quelque chose qui est très lent, qui va avancer avec des habitations dessus tout au long de l'année de manière continue. Jusqu'à l'arrivée de la route départementale en 1963, Grand-Îlette est un village enclavé. Situé sur un plateau à 1100 mètres d'altitude, il subit les aléas du temps et du climat. Nous sommes sur le stade de Grand-Îlette. C'est un stade qui est utilisé par les enfants de l'école pour jouer. Et donc jusqu'ici, tout va bien, mais ce qu'on va voir sur une partie du stade, c'est qu'il y a une faille qui traverse le stade. Donc cette faille, elle va engendrer une sorte de marche d'escalier. Donc c'est ce qu'on voit juste ici. Donc là, forcément, on pourrait se tordre la cheville, on pourrait trébucher à cet endroit-là. Et c'est quelque chose qui délimite deux compartiments. Donc on a un compartiment ici qui est plus ou moins fixe et un compartiment qui va s'effondrer ici. Donc c'est ce qui crée cette différence d'altitude entre le compartiment ici et le compartiment là.
Aujourd'hui, le village est touché de toutes parts. Les fissures sont autant à l'extérieur qu'à l'intérieur des bâtiments ou des maisons. Donc, ce qu'on voit dans ce bâtiment, c'est une fissure qui parcourt la totalité du sol. D'ailleurs, on a rajouté du mortier ici pour compléter les fissures. Donc c'est quand même une fissure qui est ouverte sur une vingtaine de centimètres de large à cet endroit-là. Et toutes les maisons qui sont le long de cette faille sont impactées par la présence de ces déplacements. Là, ça devient très compliqué dans la mesure où cette fissure va impacter directement les structures, comme on le voit au niveau du mur qui est là-bas, et finalement, on va perdre en étanchéité au niveau du plafond. Le village est traversé par plusieurs failles, des déformations bien visibles pour que la population n'oublie jamais la menace, d'où qu'elle vienne. C'est arrivé quand? En 80, dans le cyclone Hyacinthe. Vous étiez dans la maison? Oui, oui. On était là. On était en dedans et puis ça a fissuré devant nous. Vous avez eu peur? Ah ben oui, ben sûrement. Le cyclone tropical Hyacinthe et ses pluies diluviennes passent à 3 reprises en quelques jours très près de l'île de la Réunion. Un déluge accompagné de vents très violents. Grand-Îlette, village meurtri, car c'est ici que 10 personnes d'une même famille ont péri ce dimanche-là dans leur case. La mort de la famille Nourri va traumatiser pour longtemps les habitants de Salazie et bouleverser toute la Réunion. Bilan, 25 morts. La famille Nourri qui a été ensevelie sous la boue, c'était nos cousins, ça. Il avait plu pendant 19 jours et toute une coulée de boue est descendue. La terre, elle ne pouvait plus gorger l'eau. Il avait trop plu. Ils sont restés sous la boue et puis on a récupéré les corps. Il a fallu 8 jours. Hein. Un peu était déjà déchiqueté et puis c'était pas drôle. Hein. De novembre à mai, la population de Grand-Îlette s'attend au passage de tempêtes ou de cyclones tropicaux. Indice avant-coureur, les fortes pluies. Et là, quand il pleut beaucoup, c'est souvent... On a l'habitude maintenant. Hein. Quand il pleut pendant longtemps, on a un peu peur quand même. On sait que le terrain va descendre. On sait. En 1994, Hollanda, un autre cyclone traverse le village. Un drame de plus qui avait fait la une des journaux pendant plus d'un mois. C'est notre église qui avait été foutue par terre. C'était vraiment une tristesse et puis c'était l'angoisse de penser que Hyacinthe revenait. Vous n'avez pas peur d'un nouveau cyclone ici? Ben si, quand même, si. Quand on donne les alertes, je vous dis, quand on donne l'alerte numéro 3, moi je suis déjà en alerte numéro 6. Mais alors vous vous cachez où alors? Ben on reste là, hein. Il y a ma fille qui habite ici, elle vient avec nous. Hein, on reste là et puis bon, ben qu'est-ce que vous voulez? Mais il n'y a pas d'abri anticyclonique? Non, non. Chacun est chez soi. On fait ce qu'on peut, hein. À chaque alerte météo, les services de la préfecture rappellent les consignes. La règle d'or, ne jamais quitter son domicile lorsque l'alerte est rouge. L'éboulement peut se produire, le glissement de terrain peut se produire. Par contre, on n'est pas capable de savoir précisément quand le glissement de terrain va se produire. Ce qui veut dire qu'en 50, 100 ans, les maisons seront dans le précipice, quoi. Alors, finalement, ce n'est pas la question à se poser, parce que les maisons, plus elles approchent du précipice, plus elles sont abîmées, plus elles sont fissurées, déstructurées. Donc c'est à ce moment-là que les gens décident de partir, quittent leur maison, car elle devient inhabitable. Ce glissement de terrain de grande ampleur est unique au monde. Il est impossible de ralentir le phénomène. C'est difficile de faire partir les gens, même s'il y a danger. Souvent, on est sur des maisons qui sont là depuis plusieurs générations, on est sur des terrains qui ont été donnés par la famille, donc c'est toujours compliqué. Les gens sont attachés à ce territoire-là, c'est un territoire qui est assez agréable ici, donc les gens n'ont pas envie de partir. Au contraire, ils s'accrochent à leur coin de paradis, classé parmi les plus beaux villages de France. Un coin de paradis, pour le meilleur et pour le pire. Jour de mariage à Helbourg, l'un des 6 villages qui dépend de la mairie de Salazie. Parenthèse heureuse pour Stéphane Foissin, le maire de la commune. Une commune qui, depuis le début des années 50,
voit pourtant sa population décroître. Unis par le mariage. La situation ne s'arrange pas avec les mouvements de terrain qui l'obligent parfois à délocaliser certains de ses administrés. C'est un risque quand même pour un maire de déplacer les populations ici. C'est un risque, mais on essaie de déplacer quand même les populations sur des zones beaucoup plus stables pour leur donner un avenir stable. Vous savez, c'est jamais agréable de voir une fissure apparaître sur sa maison, de voir sa maison s'effondrer petit à petit en quelques années. Et forcément, ça crée des tensions familiales, mais ça crée aussi des tensions envers la collectivité. Et nous devons en permanence accompagner ces familles qui se trouvent en grande difficulté. Pour le moment, les familles sinistrées ont toutes été relogées à proximité, dans des lieux plus sûrs. Mais malgré les glissements de terrain, cette région reste l'un des endroits les plus magiques de la Réunion. Comme s'il y avait ici une porte pour l'enfer et une autre pour le paradis sur terre. Un paradis vulnérable, certes, mais aux vertus multiples. La nature est une aubaine pour des dizaines de milliers de touristes et pour les populations qui ont décidé d'y vivre. Mais c'est aussi une opportunité unique pour la Réunion de faire d'une pierre deux coups, lutter contre les changements climatiques et redevenir une île verte. Une île qui ne consommerait que de l'énergie propre. Nous sommes à la cascade de Bras-Rouge. Juste en contrebas, là, il y a une des plus belles sources chaudes de la Réunion, avec des températures de presque 43 degrés. Donc on va essayer d'aller voir. On ne peut pas y accéder à pied normalement, il faut qu'on y accède en rappel. Donc on va contourner, on va partir dans la petite goulotte, là, et on va installer une corde de rappel pour descendre avec des baudriers. Vincent Famin est géologue au laboratoire des sciences de la Terre à l'université de Saint-Denis. Cette source d'eau chaude qu'il a repérée, c'est l'avenir de l'île de la Réunion, la géothermie. Depuis novembre 2016, de nouvelles recherches sont lancées pour déterminer le potentiel énergétique des entrailles de l'île. Mais ces sources d'eau chaude sont difficilement accessibles. Vincent est un montagnard aguerri. Donc là, on arrive pile au point de sortie de la source chaude. Là, normalement, elle sort à 40 degrés. Donc c'est de l'eau très ferrugineuse, très minéralisée. On peut la goûter, hein, c'est pas du tout mauvais pour la santé. Par contre, ça va avoir un très fort goût de rouille, très fort goût d'eau ferreuse. Ouais, c'est ça. Légèrement, très légèrement piquant parce qu'il y a du gaz carbonique dedans. Donc ça, c'est vraiment une eau qui a été réchauffée par du magma. La cascade se situe au nord du volcan du Piton des Neiges. Son sommet s'élève à plus de 3070 mètres d'altitude. Il est inactif depuis plus de 12 000 ans, mais son magma réchauffe les eaux souterraines. Une chance pour la production d'énergie propre. Donc en fait, ce genre d'eau, évidemment, c'est pas ça qu'on va pomper directement pour la géothermie. En revanche, cette eau, elle est très intéressante parce qu'elle a gardé la mémoire chimique de la température maximum à laquelle elle a été réchauffée. On calcule à peu près 150 degrés pour ce type de source. Ces sources, on s'en sert comme des indices d'une source de chaleur et d'une source d'eau chaude plus profonde qu'on pourrait évidemment éventuellement atteindre par forage. Si on trouve des indices de chaleur particuliers dans la cascade de Bras-Rouge, l'idée, c'est pas d'aller directement forer dans cet endroit qui est magnifique. L'idée, ça serait plutôt d'implanter un forage qui est plus proche de la ville de Sillaos. En revanche, on a la technologie pour dévier le forage en profondeur et atteindre la source de chaleur, la source d'eau chaude, qui est plus proche de la cascade de Bras-Rouge. Dans cette première phase de prospection, l'idée est de trouver les meilleurs sites pour exploiter cette nouvelle source d'énergie. Les études doivent se poursuivre jusqu'en 2022. Elles se concentrent sur 60 km² entre les cirques de Sillaos et de Salazie.
Alors ça représente certainement pas un potentiel immense, de l'ordre de 5 à 20 mégawatts. Donc ça ne sera jamais de toute façon une énergie qui supplantera les autres énergies. En revanche, ça peut être un complément intéressant dans le mix énergétique, parce que la géothermie elle a plusieurs intérêts. Le premier intérêt, c'est qu'elle fournit une énergie constante de jour comme de nuit. Et puis elle est tout à fait propre, dans le sens où finalement c'est un fluide chaud qu'on récupère. Ce fluide, on peut soit le réinjecter, soit l'utiliser pour faire de l'eau en bouteille ou du thermalisme. Et puis finalement, ça n'a que très peu d'impact sur l'environnement. Un atout pour les élus locaux qui ne veulent pas dévaloriser leur patrimoine naturel. Cette source d'énergie propre représente à leurs yeux de nouvelles ressources. Nous sommes une commune très pauvre. Donc tous les moyens énergétiques qui peuvent être mis en place pour trouver des ressources énergétiques sur notre territoire va nous apporter une richesse considérable, une richesse supplémentaire, que ce soit un atout touristique, mais aussi un atout de développement économique. Nous sommes en plein centre de l'île de la Réunion, loin du littoral où il y a tout le développement économique. Donc nous avons besoin aussi de développer l'économie sur notre territoire. Et la géothermie est toute trouvée pour le développement d'Elbourg, pour le développement du cirque de Salazie. Développer cette région, mais pas à n'importe quel prix. Depuis 2010, les 3 cirques sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Rien ne peut venir dégrader ces lieux uniques. Nous sommes désormais au-dessus du cirque de Mafat. Sous les nuages, le hameau de la Nouvelle, un village perché à près de 1500 mètres d'altitude. 200 habitants à l'année. Vanessa Miranville est la maire de la possession. Avec le bon air frais de ma famille. La Nouvelle est également sous sa juridiction. C'est pas bon. C'est surtout sa fierté et un modèle pour les futures générations. Les Mafatais ont vraiment cette particularité de ne pas avoir toute cette vie moderne, les voitures, le bruit. Et il faut qu'on arrive à préserver ça. Et l'objectif pour nous, ça serait vraiment de faire de Mafat un petit bijou de transition énergétique, qu'il devienne autonome avec que des énergies renouvelables, propres, et qu'on en fasse vraiment un joyau, déjà que c'en est un naturellement, mais au niveau énergétique également. Ça serait une très belle réussite et un très beau modèle pour la Réunion et pourquoi pas encore plus largement. Chaque matin, seuls les va-et-vient de cet hélicoptère rappellent que l'endroit est isolé. Aucune route d'accès, excepté un chemin de randonnée. La population vit à l'écart du monde ou presque. Le cirque de Mafat est l'un des sites les plus fréquentés. Près de 200 000 touristes à l'année. Pour l'électricité, la population dispose d'installations photovoltaïques. Et pour pallier les manques d'ensoleillement, de groupes électrogènes. Bonjour. Bonjour. À l'école, la seule dans le village, la maîtresse dispose des moyens les plus modernes. Alors, qui veut venir faire quelque chose, là? Non. C'est l'intérêt de l'équipement, pouvoir alimenter le tableau blanc interactif et le vidéoprojecteur dans chaque salle de classe. L'éloignement fait qu'encore plus qu'ailleurs, on a besoin des moyens de communication les plus modernes possibles. Donc on les équipe autant qu'on peut. Pas de panne d'électricité? Quand il fait pas très beau, c'est arrivé une fois depuis la rentrée. Donc c'est pas très souvent, mais ça peut arriver, oui. Dès qu'il y a des nuages, dès qu'il pleut? Voilà, il faut qu'il fasse pas beau pendant plusieurs jours quand même, pour que vraiment on arrive à avoir une coupure d'électricité, mais c'est quand même rare. Ah d'accord. On est souvent en train de regarder ce qui se passe dans l'Hexagone et de se dire « Ah, pourquoi on n'a pas ça à La Réunion ?» C'est bien pour une fois que ce soit inversé. Dans quelques mois, la Nouvelle et ses habitants disposeront d'un système de panneaux solaires avec un générateur dernier cri ainsi qu'une unité de stockage. Plus besoin alors de groupes électrogènes et de pétrole. Ici, pas d'excès ou de surconsommation. Le mode de vie est d'une grande sobriété. Résultat, les villages du cirque consomment en énergie jusqu'à 1/3 de moins qu'ailleurs dans l'île. Un retour aux sources en quelque sorte. La Réunion était une île verte jusqu'en 1982. Oui, alors la Réunion était effectivement exemplaire, puisque si vous regardez sur ce graphique, en 1982, avec la mise en service de la centrale de Rivière de l'Est, c'était une île 100% énergie renouvelable.
Bon, malheureusement, si vous regardez par la suite, la consommation, elle a beaucoup augmenté. C'est lié au rattrapage. Il y avait quand même très peu de développement à La Réunion jusque-là. Et donc, elle s'est développée avec le développement de la bagasse. Donc, c'est les résidus de canne à sucre qui sont brûlés, qui permettent de produire de l'électricité, mais qui nécessitent un complément, c'est un complément en charbon. Donc, un des gros enjeux de la transition énergétique, ce sera de remplacer cette part de charbon. Et en particulier, on travaillera sur le développement de la biomasse pour remplacer ce charbon. Si au début des années 80, La Réunion fut baptisée l'île verte, c'est grâce à ses paysages luxuriants. Mais pas seulement. Il faut suivre le canyon de la rivière des Marsouins pour survoler l'un des sites qui a contribué à cette image. Nous voici au-dessus du barrage de Takamaka. 6 mètres d'eau par an, c'est le record mondial de pluviométrie. Un endroit idéal pour installer une centrale. Les barrages de Takamaka sont essentiels parce que l'hydraulique c'est 20%, donc un Réunionnais sur 5 qui consomme de l'énergie hydraulique, mais ça apporte beaucoup plus, ça apporte de la flexibilité et grâce à l'hydraulique on régule complètement la pointe de consommation du soir. 19h c'est le pire. 19h le pic de la marmitarie, on appelle ça ici, donc c'est le moment où les Réunionnais rentrent et font cuire leur riz et le pic de puissance le soir correspond à la mise en route de ces marmitaries. « 400 000 habitants à la fin des années 60. Un peu plus du double aujourd'hui. Une démographie galopante avec pour 2030 une population qui pourrait atteindre le chiffre d'1 million d'habitants. L'île de La Réunion se développe plus vite qu'aucune région en métropole. Pour s'en convaincre, il suffit de se rendre au Nouveau-Port. Plus de 99% des marchandises qui rentrent et qui sortent de La Réunion passent par le port. On a eu des années charnières qui se sont traduites directement dans les chiffres du port. La croissance du trafic de conteneurs, au début des années 80, c'était 10 000 conteneurs. À la fin des années 80, on était déjà à plus de 40 000 conteneurs. Et aujourd'hui, on est à 300 000. On a vu au cours de ces années le décollage de l'équipement des ménages. Tous ces équipements, ce sont des équipements domestiques qui sont consommateurs d'énergie et ça a accru le besoin de consommation énergétique à La Réunion. Alors, les hydrocarbures aujourd'hui, c'est quasiment 900 000 tonnes. C'était 200 000 tonnes dans les années 80. Le charbon, c'était 0 dans les années 80. C'est 700 000 tonnes aujourd'hui par an. La géographie et le climat empêchent la construction d'une 3e usine hydraulique, d'où l'essor de nouvelles filières vertes. Avec des projets originaux, comme celui du centre de détention de Barzour. Une prison qui compte 500 détenus. Et sur 35 hectares, 27 000 panneaux solaires. Au milieu, une centrale de 9 MW qui permet d'alimenter en électricité 12 000 foyers. Un système qui, lors de son installation, était une première mondiale. Donc là, vous allez voir, on est vraiment au cœur de la centrale photovoltaïque. Donc ici, vous avez les panneaux qui produisent toute la journée en fonction du soleil. Mais le problème qu'on avait, c'est que dès que vous avez des nuages comme là on le voit aujourd'hui, la production faiblit. Et donc il fallait compenser cette baisse de production. Et on a trouvé la façon de le faire grâce à des énormes batteries. Des énormes batteries qui stockent cette énergie et qui nous permettent d'envoyer toujours la même quantité d'énergie dans le réseau. Ça évolue plus que rapidement puisqu'on a commandé ces conteneurs il y a 3 ans, on les a installés il y a 2 ans. Aujourd'hui, pour la même capacité de stockage, je pourrais, dans le même conteneur, stocker 2 fois plus d'énergie. Donc ça va très très vite. Premier producteur indépendant d'électricité propre en France, ce pionnier fournit aux îles du monde entier une énergie sur mesure. À l'heure du réchauffement de la planète, Éric Scotto fait partie de ces dirigeants qui tentent de relever le défi climatique. Il y a une chose qui est sûre, c'est que l'énergie solaire, c'est l'énergie la plus disponible sur cette planète. Alors même si le solaire est très présent à La Réunion, ce n'est pas la seule énergie qui permettra de remplacer le fioul du charbon. Il va falloir la combiner avec l'hydraulique, avec l'éolien, la géothermie. Et là, ce que vous voyez, le stockage, c'est vraiment l'outil technologique qui va pouvoir permettre à toutes ces énergies de cohabiter et de pouvoir un jour remplacer les énergies fossiles sans aucun problème.
L'entrepreneur français voit plus loin. Le centre de détention de Barzour est une vitrine pour ses ambitions planétaires. Sur 6000 mètres carrés, il a transformé les terres en friches en terrains agricoles. Pour les cultiver, des détenus volontaires et un concept, la permaculture. On a voulu donner un côté esthétique en plus du côté pratique de nos cultures. Donc on a fait des buts de façon circulaire et on a multiplié les cultures, on les a mis entre elles afin qu'ils puissent se défendre en fait, des insectes et autres chenilles. Donc on a mis de la salade, de la betterave, des poireaux, de la courgette, de la blette, du chou rave. C'est super émouvant de voir la concrétisation de ce travail, de ces idées, parce qu'on ne nous a pas forcément aidés au départ et ça a été compliqué les négociations pour pouvoir en arriver là. Et là, pour moi, c'est un petit peu l'aboutissement de ce rêve qu'on a eu, puisqu'il faut aller au bout de ses rêves. Et là, aujourd'hui, c'est plus un rêve, c'est une réalité. Il n'y a qu'à voir, là. Il suffit qu'on fasse connaître ça sur toute l'île de la Réunion et la transition agricole est engagée, là. Le projet séduit, mais pour convaincre la direction pénitentiaire, il propose aux détenus de s'initier au métier en lien avec les énergies renouvelables ainsi qu'à l'agriculture biologique. Quand vous voyez ce qu'était le sol avant qu'on démarre ce projet de permaculture, c'est là qu'on s'aperçoit qu'on a fait du chemin. Quand on voit la terre là, qui est extrêmement fertile, avec tout ce qui pousse, et le travail que les détenus ont pu faire ces dernières années pour pouvoir en arriver là. C'est quand même extraordinaire. Sanassi, c'est des peintres ou des sculpteurs là, que t'as mis. C'est bon, c'est beau, ça fait du bien. Ne serait-ce qu'en regardant, on est heureux là déjà. Ça change du cadre extérieur. C'est vrai qu'on a l'impression d'entrer dans une oasis, un peu de verdure par rapport à la zone vraiment sèche et aride dans laquelle on est dehors, quoi. C'est l'avantage des panneaux, en fait, ça nous permet de maintenir une ambiance thermique. Il fait moins chaud sous la serre qu'à l'extérieur et aussi une humidité qui est plus propice au développement des plantes qu'à l'extérieur. La partie qu'on voit là, pour moi, c'est la partie sociale. C'est vraiment indissociable du projet énergie renouvelable et agricole qu'on voulait faire. Pour nous, c'était fondamental de travailler sur la réinsertion. Là, on était certain que produire en bio, produire en permaculture, permettre à ces gens d'aller vers ces métiers du futur serait une façon, pour nous, quasi certaine de réussir de vraies réinsertions. C'est fondamental de mettre les mains dans la terre, de se reconnecter avec cette planète. Ouais, donc là, c'est un essai. C'est la première fois qu'on fait des fraises ? Oui. Bon, je goûte. Ouais, vas-y, elles sont bonnes en plus. Peut-être pas encore assez bien. C'est déjà bien sucré. D'accord. Oh, c'est incroyable. Un peu partout sur l'île, il existe aujourd'hui d'autres projets de ce type. Vus d'avion, ils sont faciles à dénicher, car les exploitations sont toutes équipées de panneaux solaires. Nous sommes à Étang-Salé. Les équipes sont au travail pour construire un poulailler qui résiste aux conditions cycloniques. Le temps presse. C'est André, un ancien détenu qui dirige le chantier. Sur la côte, après, on passe un petit coup de l'antirouille dessus. C'est vous le chef, hein? Bah voilà, mais ça a été un peu responsable de l'équipe pour faire marcher le travail comme sur le droit chemin, quoi. À la baguette. À la baguette, voilà. Pour encadrer les équipes, Sanassi, ingénieure agronome, elle est chargée de développer l'entreprise agricole. Là, c'est vraiment la course parce qu'il faut finir le bâtiment avant qu'on ait les fortes précipitations qui arrivent. Et en même temps, il faut continuer à s'occuper des œufs. Et puis, il y a tout le reste du site aussi à mettre après en culture. Vous n'avez pas peur de travailler avec des détenus ou d'anciens détenus? Pas du tout. En fait, le principe, c'est de ne pas savoir ce qu'ils ont fait avant. C'est vraiment une deuxième chance qu'on leur offre et de ne pas savoir ce qu'ils ont fait, ça permet de les considérer comme un candidat lambda au poste. Ce terrain était abandonné depuis 2014. Petit à petit, les équipes de Sanassi le transforment en ferme d'élevage. Des poules pondeuses
et bientôt des moutons. Allez vous balader maintenant. C'est pas la peine de rester là. Vous préférez les voir libres comme ça? Bah oui, en pleine nature, dedans, dans l'enclos, pour mieux respirer. Et là, c'est la joie parce qu'on a pris pas mal de temps pour mettre le poulailler en place. Quand on voit dans l'enclos comme ça là, on est très content parce que pourquoi? Il est en plein dans la nature, il n'est pas enfermé dans les batteries. L'idée est de développer les activités agricoles, l'élevage bien sûr, mais aussi la production de tout type de fruits et légumes qui s'adaptent au climat tropical. On fait des essais, on expérimente pour voir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas, avec quand même pour objectif d'être rentable à la fin et de montrer que c'est un modèle qui peut s'exporter et se développer. C'est l'avenir pour vous? C'est une des pistes pour un avenir meilleur, oui. Quand je vais travailler le matin, je pense à mes enfants. Un champ d'expérimentation où, là encore, l'idée est d'accompagner des détenus comme cet homme qui est en semi-liberté. C'est une seconde naissance, je dirais. Là, il faut réapprendre, se réadapter, parce que la place qu'on avait avant, elle a disparu. Il faut se refaire un petit nid, il faut tout recommencer à zéro. Si on ne réussit pas, on va retourner à la case départ, et les autres qui viennent derrière, ils vont être pénalisés. Comme une majorité d'îles sur la planète, La Réunion doit composer avec un foncier et des terres agricoles assez rares, sans compter ici le déchaînement des éléments. La solution où l'énergie solaire devient un atout est une aubaine pour certains producteurs locaux. Nous, on a eu cette opportunité et on s'est dit, bah, tiens, voilà une solution et il faudra la développer. Et on est parti comme ça. On partait franchement à l'aventure. Et c'est une aventure qui n'est pas finie. On a essayé quand même pas mal de choses. Il y a des choses qui n'ont pas marché. La rose, par exemple, ça n'a pas marché. Il fallait savoir arrêter et cogiter sur autre chose. Il y a 10 ans, la filière rose de La Réunion était décimée par une bactérie. L'horticulteur relève alors les manches. Et grâce à ces serres, nouvelle génération, il fournit 250 000 tiges d'anthurium chaque année sur le marché local. Défi relevé. Aux yeux de la France métropolitaine, on parle de La Réunion souvent comme si on est des assistés. Je veux dire comme ça, La Réunion bouge. Il y a quelques années, d'autres exploitants agricoles ont pris le risque de faire installer des panneaux solaires. Les avantages aujourd'hui sont multiples. C'est meilleur pour le poisson. Et on a des gains de croissance maintenant. De 1 mois dans l'année, on arrive à gagner 10% de taux de croissance dans l'année. Cerise sur le gâteau, ce pisciculteur teste ici de nouvelles espèces de poissons, et pas n'importe lesquelles. Les derniers nés, ici, c'est l'élevage des esturgeons. Ça ne s'était jamais fait à La Réunion avant, les esturgeons? Non, non, non. Alors ça, c'est l'esturgeon sibérien. On a quelques individus, voilà. Sorte de faire des tests, justement, d'acclimatation, d'alimentation, savoir comment ils réagissent à l'environnement. Est-ce que la qualité de l'eau, l'environnement, le soleil, la chaleur, voilà. Grâce aux panneaux solaires, à La Réunion, on va déguster du caviar. Oui. C'est ça? Écoutez, c'est l'objectif, hein. Voilà, mais on essaye de consolider d'abord tous nos tests et viabilité déjà de tout ce qui est référentiel technico-économique. Si ces projets contribuent à la transition énergétique de l'île, ils ne seront pas suffisants. Pour une île verte, il faut que les Réunionnais apprennent à mieux optimiser l'énergie dont ils disposent. Nous retrouvons Vanessa Miranville. La mère supervise un chantier novateur, un écoquartier. Il est situé dans la ville de La Possession. Son parti pris ici, construire une résidence éco-responsable. L'idée est de vivre en harmonie avec la nature et en limitant la surconsommation d'énergie. On est vraiment dans une démarche de garder de la nature en ville. C'est ce que chaque citoyen réclame, le bien-être au quotidien. Cette allée centrale, en fait, ça va être vraiment la colonne vertébrale de l'opération. C'est le mail tropical. La nature va reprendre ses droits et tous ces gabillons vont être complètement végétalisés. Une fois le chantier terminé, il y aura des commerces, des bureaux, un établissement scolaire
et 432 logements. Vous sentez là, on sent bien le vent, là. On sent bien que le plan traversant voilà, fait qu'on n'a pas besoin de clim et c'est aéré naturellement et c'est agréable. Dans cette résidence, les propriétaires seront tous à terme des éco-citoyens. En coachant les gens, c'est-à-dire en leur rappelant un petit peu l'objectif de la réduction de la consommation énergétique et les enjeux de la consommation à La Réunion, on peut réduire la facture de 30%. À peu près un tiers de consommation en moins, donc voilà, tout le monde deviendrait sobre comme les Mafatais. J'aime beaucoup la citation qui dit « Le monde n'a jamais changé que par les pionniers ». Donc on essaye d'être des pionniers dans l'aménagement durable tropical. Je pense que c'est ce qu'on doit à ce qu'on appelle nos générations futures, tous ces enfants qui sont en train de grandir un peu partout sur l'île ou ailleurs dans le monde. Ils méritent qu'on leur donne le meilleur. Le meilleur, c'est que d'ici à 2030, La Réunion devienne une île totalement autonome sur le plan énergétique. Si elle y parvient, elle sera alors un modèle pour tous les États insulaires qui dépendent encore trop souvent des énergies fossiles. À La Réunion comme ailleurs sur les îles, cela implique un autre mode de vie et de consommation. Une marche forcée pour s'adapter au mieux aux défis qu'impose désormais le climat et ses bouleversements.